Message du FLECFAC par son président, M. Alexandre Tati Bouilou, à l'occasion du 57e anniversaire du Front de libération de l'enclave du Cabinda, FLEC. Peuple cabindais, très chers compatriotes, en cette date marquant le 57e anniversaire de la fondation du FLEC, que l'on connaît au Front de libération de l'enclave du Cabinda, créé en congrès réuni à Pointe-Noire, en République du Congo, du 2 au 4 août 1963, sous auspice du premier président congolais Philbert Youlou. Nous tenons à saluer la détermination patriotique du peuple cabindais pendant ces 57 ans, depuis sa création, de s'organiser en un front uni, discipliné et plus combatif, ayant ainsi surpassé quelques faiblesses connues en ordre dispersé, jusqu'alors assumées par les trois partis de l'époque, notamment le mouvement de libération de l'enclave du Cabinda, MLEC, de Louis Rank-Frank, le comité d'action de l'Union nationale du Cabinda, Kaunk, de Nzita Henrique Stiago, et l'Alliance du Mayombe, Aliamad, d'Antonio Eduardo Sozinho, qui se fondirent pour une stratégie de revendication pacifique face à Portugal. L'occasion nous échoit de prêter hommage à nos inoubliables bâtisseurs qui nous ont légué la mission noble de libération, d'où, par tradition, ils ont droit à la décoration en tant que valeur et symbole de notre lutte de libération nationale. À l'honneur figurent tous les pionniers de la révolution cabindaise, sans exception, tels les notabilités et les célébrités traditionnelles de l'époque des traités de protectorat avec le Portugal. Les héros cofondateurs du FLEC, les différents héros de l'ancien leadership politique, les innombrables héros tombés au champ de la bataille depuis la guerre classique à celle de la guérilla qui se poursuit jusqu'à présent. Les héros de la résistance au sein de l'Église et de la société civile, ainsi que toutes nos populations martyres. Que chacun de nous, où qu'il se trouve, se mette debout pour la minute de silence. L'heure n'est pas au bilan historique ni aux festivités, et moins encore au discours de propagande. Elle est plutôt à la réflexion autour de notre avenir politique en cause face à l'intransigeance politique angolaise. La réflexion à laquelle je convie toutes nos forces vives commence par ce message de circonstance, subdivisé en deux temps. Le premier consacré au peuple cabindais et le deuxième à la communauté internationale. Premièrement, au peuple cabindais. Et chers compatriotes, tout d'abord, je me dois de rappeler que nous sommes un peuple, un territoire, une culture propre, et en outre, nous incarnons un désir ardent et irréversible d'exercer librement notre droit à l'autodétermination. Ce droit nous est légitime par excellence, car nous l'héritons de l'histoire, donc du protectorat portugais célébré en fin du siècle XIX à travers trois traités, en l'occurrence celui de Chimfuma du 29 septembre 1800
1883, celui de Chikamba du 26 décembre 1884 et celui de Simulamboku du 1er février 1885, ratifiés à la conférence de Berlin avant de recevoir en 1933 le statut de province portugaise d'outre-mer. En 1956, pour des raisons d'économie de gestion, nous sommes passés à l'administration conjointe avec l'Angola, à l'instar de l'actuel Congo démocratique, du Rwanda et du Burundi, avec Kinshasa, ancien Léopoldville, comme capitale, sous l'administration coloniale belge, au-delà d'autres exemples françaises et britanniques en Afrique. Il est évident que la constitution politique portugaise de 1933 avait subi plusieurs amendements, mais toutes ces éditions préservèrent, dans la première partie, alinéa 2 de l'article 1er, l'identité et la personnalité juridique consacrée au Cabinda, séparément tant de l'Angola que de toutes les anciennes possessions portugaises, plus tard reconnues par l'ONU dans sa résolution 1542 de la 15e Assemblée générale du 15 décembre 1960, en qualité de territoire non autonome avec droit à l'autodétermination, selon le droit public international, un droit à caractère inviolable, inaliénable, intangible, incessible et imprescriptible, qui impérativement ne peut être exercé que par le peuple concerné, qui en est le titulaire. Dans ce cas, ni l'Angola, ni le Portugal, mais plutôt et uniquement le peuple cabindais. Voilà pourquoi les accords d'Alvor du 15 janvier 1975 pour annexer le Cabinda à l'Angola, conclus unilatéralement entre l'Angola et le Portugal, n'était qu'un nouveau pacte colonial auquel l'on ne pouvait convier ni le peuple cabindais ni son représentant politique. Il est clair donc que l'objectif primaire était de s'approprier du Cabinda et de ses ressources naturelles par des moyens illicites, comme le cas, même après la caducité de ces accords d'Alvor, déclarés d'un côté par les 3 signataires angolais, notamment MPLA, UNITA et FNLA, et de l'autre par le chef de l'État portugais à l'époque, Francisco da Costa Gomes, à travers le décret numéro 458A-75 du 22 avril 1975. Malgré les diligences auprès de l'ONU et de l'OUA, qui à son tour conféra au territoire du Cabinda le code numéro 39 et à l'Angola le numéro 35 dans sa liste des anciennes colonies africaines à décoloniser, rien de tout ça n'a empêché l'occupation militaire angolaise à laquelle nous résistons et continuerons à résister jusqu'à ce que les Nations Unies et l'Union africaine pourront reconstituer le peuple cabindais dans ses droits. Chers compatriotes, l'heure est si grave qu'on n'a plus droit aux erreurs du passé. Selon un adage, vouloir c'est pouvoir. Quelles leçons tirons-nous de ces derniers 45 ans de cohabitation mano-militari entre Cabindais et Angolais sous le même ciel politique?
Le bilan est aussi douloureux, affreux que déconcertant. Le Cabinda est devenu un camp militaire en permanent état d'urgence où tout se passe à l'éponge par l'officier intendant sous l'ordre du quartier général. Tous les jours, l'on vit traumatisé et dans l'inquiétude à cause de l'horreur des massacres. Le viol des femmes sans distinction d'âge est devenu normal. Les prisons arbitraires et les exécutions extrajudiciaires sont le moyen de taire les voix actives et critiques au pouvoir en place, surtout au sein de la société civile et de l'Église. L'appauvrissement systématique qui marque le territoire et ses populations devient le moyen de confisquer le droit d'émancipation aux autochtones cabindais. L'alphabétisme, c'est l'arme de la colonisation. Les inégalités sociales, le contrôle et l'aliénation de la jeunesse par l'alcool et la drogue, la corruption généralisée comme moyen d'acheter les consciences faibles. Le pillage des richesses passe sans contrôle au couloir de l'anarchie installée dans le territoire. N'en parlons plus du déficit de structures sociales, surtout dans l'éducation, la santé, la distribution d'eau potable et dans l'énergie. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous refuse même le droit à un aéroport international et à un port d'eau profonde. Et ceux qui sont au commandement nous veulent économiquement à genoux et à la dépendance face aux pays voisins. En un mot, le Cabinda fait caricature d'une colonie abandonnée à son triste sort, sans organisation institutionnelle, économique et sociale, aujourd'hui encore en train d'errer à la recherche de son identité. Cependant, dans les pays voisins, les centres de réfugiés cabindais ne sont plus sous protection selon les principes du droit humanitaire, car ils sont si souvent l'objet de la chasse à l'homme, des kidnappings et d'assassinats par des escadrons de la mort sous l'ordre des services d'intelligence militaire, SIM, du régime de Luanda, qui autorise la violation des frontières pour de telles atrocités. Comme l'on peut constater, ce comportement n'est en aucune forme compatible aux dispositions prévues dans la Charte des Nations Unies, dans son chapitre 11e, l'article 73, c'est-à-dire l'Angola n'assume pas le principe de la primauté des intérêts des habitants de l'enclave et ne favorise nullement le système de paix et de sécurité établi dans ce texte international. Nous sommes dans une situation de violation des alinéas B, C et D de l'article 73 et de l'article 74. Soit, jamais l'Angola ne se penchera à développer la capacité des populations du Cabinda, ni d'autoriser une administration plutôt autonome pour le Cabinda, et moins encore s'intéresser à ses aspirations politiques. En outre, nullement ce comportement ne pourra signifier une ouverture politique au dialogue, comme le prétendent certaines opinions cabindaises. Les Cabindais ne doivent pas oublier que nous avons déjà une assez longue expérience en matière de négociation avec l'Angola. Et l'on sait qu'à chaque tentative, la réponse angolaise est restée la même. C'est-à-dire que les Cabindais face
le choix entre la reddition et l'extermination par les armes. C'est pour cette raison que le FLECFAC lance un appel pathétique en faveur d'un moratoire au sein des forces vives du Cabinda, plaçant les intérêts suprêmes du Cabinda au-dessus de nos querelles intestines. En ce moment crucial où notre conscience collective est interpellée devant la communauté internationale. Pendant ce moratoire, le mouvement nationaliste cabindais doit s'engager par une action concertée et convergente uniquement contre l'occupation et la colonisation de l'Angola sous toutes ses formes. Le maître mot de ce chapitre, c'est la réflexion. À l'avis du FLECFAC, une réflexion sage qui doit mettre sur la balance toutes nos versions de patriotisme pour un examen minutieux destiné à faire le choix entre soutenir notre liberté politique et soutenir l'esclavage. Enfin, pendant ces 45 ans, sous l'emprise angolaise, nous avons retenu une leçon capitale, à savoir, sans la nation, le peuple esclave, et sans l'indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Entendu, sans une résistance du peuple cabindais, par le peuple cabindais et pour le peuple cabindais, il n'y aura jamais d'indépendance ni de dignité pour le Cabinda. Deuxième chapitre, à la communauté internationale. Le peuple cabindais soutient sans condition la décision de l'Organisation des Nations Unies, publiée à travers le discours de son secrétaire général lors du Petersberg Climate Dialogue à Berlin, en Allemagne, le 28 avril 2020, ayant reconnu, entre autres conflits, celui du Cabinda, avec le Front de libération de l'enclave du Cabinda comme mouvement politico-militaire, d'où, en qualité d'entité de droit international, classifiée dans les efforts de la mission onusienne et de toute la communauté internationale à la résolution des conflits qui menacent encore la paix et la stabilité internationale. Malgré la logique militaire auquel s'obstine Luanda, le FLECFAC a estimé à juste titre de répondre favorablement à l'appel de l'ONU au cessez-le-feu mondial pour lutter contre la pandémie de coronavirus, car le Front de libération de l'enclave du Cabinda est une organisation politique avec des devoirs et des responsabilités devant les nations éprises de paix et de justice, pouvant constituer à l'avenir le cadre de concertation pour mettre à l'ordre du jour des sessions adéquates de l'ONU la question du statut international du Cabinda, comme en 1967, à l'agenda du comité spécial de 24, avec un appui soutenu des pays de la sous-région. Avec les Nations Unies, les choses ne se limitent pas au cessez-le-feu pour la crise sanitaire, je veux dire, car nous devons plutôt évoluer vers d'autres horizons, à commencer par la reconnaissance officielle du Cabinda au sein des Nations Unies avec un statut d'observateur, conformément à la lettre que nous venons d'écrire à Monsieur le Secrétaire général pour solliciter la conclusion du processus de décolonisation du Cabinda initié en 1967. À l'Union africaine, nous exigeons le recours à la sagesse africaine, car le conflit au Cabinda est avant tout une affaire africaine. Or, étant une petite pierre dans le soulier des dirigeants africains, étant ceci un test
à la capacité du continent, à la résolution de ses propres problèmes et enfin, étant l'un des facteurs au retour de la paix et de la stabilité toujours menacée en Afrique centrale, il serait mieux que cette question épineuse soit prudemment résolue par des moyens politiques, juridiques et diplomatiques, pouvant ainsi économiser l'effort d'un nouvel appel aux armes qui reste toujours envisageable face à l'intransigeance de l'Angola, qui s'obstine à une solution militaire pour le Cabinda. Au Portugal, nous interpellons l'ensemble de la classe politique de saisir l'occasion en or aujourd'hui sur la table pour se réconcilier avec le peuple cabindais au nom des liens de consanguinité et culturels tissés pendant 9 décennies de protectorat, durant lesquelles sont aussi nés des citoyens portugais du Cabinda et qui, jusqu'aujourd'hui, soutiennent aussi la cause cabindaise. Nous croyons que le Portugal peut assumer cette réparation en reconnaissant officiellement ses responsabilités historiques au sujet de la décolonisation mal survenue de l'Angola et du Cabinda. Car s'il l'a fait pour le Timor-Leste, il peut le faire autant pour son ancien protectorat du Cabinda. Au gouvernement angolais, en particulier aux actuels dirigeants, nous convions à faire preuve de sagesse. Aujourd'hui, nous croyons que les dirigeants angolais ont assez de maturité politique pour corriger ce qu'ils disent avoir mal fait au Cabinda. Bien sûr, en apprenant des erreurs du passé, mais aussi de l'expérience de la lutte des peuples opprimés, selon laquelle jamais la raison de la force n'a triomphé sur la force de la raison. Il est évident que le peuple cabindais veut dialoguer, mais maintenant, à condition que ce soit sous l'égide des Nations Unies, qui dorénavant reconnaît officiellement le conflit au Cabinda. D'autant plus que les dirigeants angolais n'ignorent pas qu'une solution politique crédible et définitive pour l'enclave engage également le Portugal, l'Union africaine, les pays avec des intérêts économiques dans le territoire et même les pays voisins au-delà des Nations Unies. Dans ces conditions, le dialogue sera assis sur une base solide, crédible et viable à une paix durable pour le Cabinda. Aux pays voisins, en qualité de témoins oculaires du drame cabindais, nous rappelons que c'est aussi de leur intérêt que le Cabinda trouve une solution politique juste et crédible dont dépend la paix et la stabilité aux frontières, toujours en proie à une instabilité permanente et inquiétante dans toute la sous-région. À la communauté internationale en général, nous exigeons, primo, des conditions politiques, juridiques et diplomatiques viables nous permettant de trouver une véritable solution politique négociée, mais aussi la possibilité d'édifier notre territoire avec une structure géographique et physique où habite un groupement social hétérogène composant une spécificité à géométrie multiraciale. C'est dans cette vision que les Cabindais entendent réaliser leurs rêves dans le cadre d'une nation au sein de laquelle toutes les composantes sociales du Cabinda, sans distinction basée,
à la couleur de peau ou à l'origine culturelle auront la conscience d'appartenir. Secondo, que nous soyons considérés comme des êtres humains avec droit à la vie, qu'on cesse de nous massacrer en tant que population sans défense, qu'on cesse de nous opprimer à cause de nos opinions, qu'on nous permette plutôt la possibilité de devenir des citoyens à part entière, avec des droits et des libertés fondamentales, c'est-à-dire liberté de conscience, d'expression, d'opinion, de réunion, de manifestation, d'être élu et d'élire démocratiquement nos représentants dans une nation cabindaise avec des obligations et des responsabilités étatiques dans le concert des Nations Unies. Que vive à jamais le Cabinda, notre patrie immortelle. Cabinda, le 1er août 2020.